Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série sur les conflits. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu que les conflits partent souvent d'un malentendu ou d'un mal exprimé. Et puis, nous avons exploré les pièges à éviter en situation de conflit. Aujourd'hui, nous allons voir les techniques de désescalade lorsque le conflit est bel et bien présent. Des techniques issues bien entendu de la communication hypnotique et de la communication non violente. Alors préparez vos cordes et vos baudriers afin de désescalader cette montagne du conflit. Pourquoi désamorcer un conflit? À part quelques exceptions, personne n'aime vraiment être en conflit et encore moins se battre. L'homo sapiens que nous sommes est plutôt dans la coopération. Et c'est grâce à cette coopération qu'il a survécu, contrairement aux autres espèces humaines. Le conflit entraîne systématiquement des mécanismes de stress et de colère dans notre cerveau. Et comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, le stress à forte dose et le stress permanent a un effet dévastateur sur la santé et le bien-être de notre organisme. Et puis, deuxième effet qui se coule, le fait de désamorcer les conflits cultive l'empathie pour soi et son entourage. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus loin dans le conflit, c'est-à-dire un conflit avéré où les protagonistes sont en complet désaccord. Chacun d'entre eux est campé sur sa position et défend son point de vue avec véhémence, voire avec violence. Comment peut-on, dès lors, faire baisser la tension et arriver à ce qu'un conflit revienne à une discussion plus apaisée et plus constructive? Eh bien, pour ce faire, nous allons utiliser les techniques dites de désescalade, inspiré notamment de la communication non violente que j'affectionne beaucoup. Et en 1, l'écoute active que l'on a déjà exploré dans d'autres vidéos, donc ça va être un rappel rapide. On écoute pleinement sans interrompre, sans commencer à répondre dans sa tête alors que notre interlocuteur n'a pas fini d'exposer ses arguments, et bien sûr sans jugement. En 2, le ralentissement du dialogue. On évite de répondre immédiatement sous l'émotion. Et on utilise des pauses et des silences pour désamorcer l'intensité. En 3, la reformulation neutre et sans jugement, c'est-à-dire reprendre ce que l'autre a dit avec ses propres mots, sans déformer l'idée, en essayant de ne pas y placer sa propre interprétation. Ce n'est pas un exercice facile car nos émotions peuvent facilement prendre le dessus. Vous pouvez vous exercer. Il suffit d'écouter des interviews, des débats, des podcasts, sur des idées qui ne sont pas spécialement les vôtres, voire qui sont totalement opposées. De comprendre comment ces personnes peuvent arriver à ce raisonnement d'une façon très neutre et très analytique, en essayant de ne pas du tout y mettre ses émotions. Comme je vous l'ai dit, c'est pas facile. En 4, passer de positionnement rigide du style « je veux ça et j'exige ça », pas facile à dire, à l'expression des besoins qui s'y cachent. J'ai besoin de sécurité, d'écoute et de reconnaissance. Comme on l'a déjà vu la semaine dernière, simplement exprimer ses émotions, ses ressentis de manière posée. Oui, posée, parce que si vous le dites en criant, c'est pas du tout le même effet. Ce qui nous amène au 5. Votre langage non verbal et votre posture. Alors comme j'ai déjà abordé la semaine dernière, gérer le ton de sa voix et le débit de parole. Faire attention à sa gestuelle en évitant les signaux de confrontation comme croiser les bras, pointer du doigt ou avoir vraiment des attitudes menaçantes. Et j'aimerais bien approfondir ce point numéro 5 avec quelques conseils sur le non-verbal que vous pouvez utiliser en situation de conflit. Tout d'abord, adopter une posture d'ouverture en évitant de croiser les bras, comme on l'a dit, ce qui est toujours un signe de fermeture à la discussion. Toujours garder les mains visibles. Les mains cachées ou dans les poches peuvent être interprétées comme de la défiance. Dans la même veine, éviter les gestes brusques, privilégier des mouvements fluides et lents. Surtout ne pas envahir l'espace personnel de l'autre. La distance de confort est entre 60 et 80 cm. Plus proche, on rentre dans l'intime, plus loin, on ne s'engage pas dans la conversation. Et je vous rappelle qu'ici, le but c'est de passer du conflit à une conversation beaucoup plus apaisée. Vous pouvez aussi imiter discrètement la gestuelle de l'autre, la posture de l'autre. Ça permet de renforcer le fonctionnement des neurones miroirs qu'on a déjà vu et ça développe inconsciemment chez votre interlocuteur le sentiment d'empathie. Et puis, le ton de la voix. Une voix grave et posée transmet une impression de maîtrise, de calme. Ralentir légèrement le débit de parole permet de calmer le rythme du conflit et donner du temps à l'autre pour répondre sans surchauffe émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des conflits dans certaines émissions de télé-réalité, mais allez en voir quelques-unes, c'est hyper instructif. On y trouve toutes les clés pour envenimer un conflit, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus d'être incroyablement démonstratif,
C'est vraiment marrant et en plus très risible. Plus sérieusement, selon John Gottman, c'est un psychologue américain qui a mené des recherches très approfondies sur les interactions conflictuelles. Il a découvert qu'il est possible de prédire avec une précision de plus de 90% si un conflit va s'aggraver ou se résoudre, simplement en analysant le ton de la voix et la manière dont la discussion commence dans les 3 premières minutes. Je vous mets aussi un lien TEDx. Comme vous savez, j'adore les TEDx. Alors, un lien TEDx de Joe Navarro, c'est un ancien agent et superviseur du FBI. Il est spécialisé dans la communication non verbale et le langage corporel. Et il a mené plus de 13 000 interrogatoires. On reprend notre liste avec le 6, la technique du oui et non pas la technique du oui mais. Au lieu de contrer votre interlocuteur avec un mais qui bloque la discussion, essayez d'intégrer l'idée de l'autre et y ajouter son point de vue. Comment ? Par le simple remplacement d'un mot. Le mais devient et ça change complètement l'écoute et l'attention de votre interlocuteur. Vous savez, c'est le même système de fonctionnement comme le fameux « en même temps » du président Macron. Mais en même temps. Mais en même temps. Et pour finir en 7, quelque chose de très important. Non pas que les autres points que l'on a vus ne le soient pas, mais si vous deviez en retenir un, c'est celui-ci. C'est ce que j'appelle la validation émotionnelle. Montrer qu'on reconnaît l'émotion de l'autre sans la minimiser et sans la juger. Vous pouvez dire par exemple « je vois que tu es en colère et c'est légitime dans ta perspective. Je comprends. » Ça va tout de suite faire baisser l'intensité émotionnelle. Et pourquoi c'est primordial ? Parce que c'est la clé des conflits. Dans un conflit, on veut tout en premier lieu être écouté et compris. Même si l'autre ne partage pas notre point de vue, c'est juste faire comprendre que nous sommes tous différents dans nos ressentis, nos histoires et nos émotions, et que, par conséquent, on n'a pas tous le même point de vue. Ça peut toucher nos valeurs, voire même jusqu'à notre identité. Alors pour étayer tous ces éléments, je vais vous donner 3 exemples concrets que vous pouvez transposer dans votre vie personnelle ou professionnelle. Dans le premier exemple, vous êtes à l'accueil de l'entreprise et un client énervé se présente à vous. Il est furieux, son dossier a été mal géré, mal ficelé. Il parle fort, il ameute tout le monde, il gesticule agressivement. On va regarder en premier lieu les actions et les réactions que vous devez éviter. Évitez de vous crisper, de croiser les bras comme on l'a vu, de hausser la voix pour vous faire entendre, de reculer brusquement et de ne pas écouter la personne. Déjà, gérez votre posture. Restez droit, mais détendu. Les mains ouvertes et visibles. Gérez votre gestuelle. N'hésitez pas à faire des hochements de tête pour montrer qu'on écoute sans couper la parole. Parlez calmement, plus lentement pour ralentir le rythme émotionnel. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, l'intensité émotionnelle des participants diminue. Notre cerveau capte des signaux apaisants, car l'amygdale responsable de la peur et de la colère s'active dans un conflit. En retour, les signaux de calme que vous allez envoyer permettent d'activer le cortex préfrontal qui favorise la régulation émotionnelle. Deuxième exemple, un couple qui se dispute parce que l'un des deux est rentré tard sans prévenir. Alors, les réactions à éviter, ça va être lever les mains, avoir un comportement agressif, pointer du doigt, détourner le regard avec mépris, répondre sèchement. Essayez de garder plutôt une proximité confortable, sans envahir l'espace de l'autre. Regardez son partenaire avec douceur et intermittence, sans défiance. Essayez de reprendre le contact, poser une main sur la table en signe d'ouverture ou voir si vous pensez que c'est approprié un léger contact physique rassurant. Comme on l'a vu tout à l'heure, ralentir légèrement le débit et l'intensité de sa voix, éviter les mots qui peuvent blesser l'autre, évidemment. Tout ça aura pour effet de faire baisser la tension et la discussion pourra redevenir possible. Effectivement, une intonation agressive ou un regard dur est interprété comme une menace pour le cerveau, alors qu'un ton de voix plus bas et une posture ouverte activent le système parasympathique, responsable de l'apaisement. Troisième et dernier exemple, la gestion d'un conflit dans un groupe. Vous êtes dans une réunion, 2 collègues s'opposent vivement sur une décision à prendre. Évitez, dans un premier temps, de vous aligner trop rapidement avec l'un d'eux. Évitez de prendre un ton autoritaire. Évitez de trop fixer un des 2 interlocuteurs. Ça pourrait faire penser que vous prenez parti pour l'un des 2. Évidemment, ça va renforcer la posture de celui que vous semblez soutenir et ça va également intensifier l'énervement de l'autre collègue. Placez-vous plutôt de côté. Ça diminue la perception de la confrontation. Utilisez des gestes de régulation, comme lever légèrement la main en paume ouverte pour signaler qu'on veut intervenir, mais sans couper la parole. Adoptez un ton neutre et modéré pour tempérer les émotions. Vous allez devenir alors un élément de stabilisation et de médiation dans la discussion, ce qui aide à calmer le conflit. Et l'explication neuroscientifique est simple. Les neurones miroirs jouent un rôle important
dans le partage des émotions. Donc si une des personnes calme le ton, ralentit ses gestes, les autres vont avoir tendance à s'adapter. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Vous pouvez notamment observer les réactions des autres et voir comment, lorsque vous allez adopter une posture plus détendue, ça va influencer le comportement des gens qui vous entourent. Entraînez-vous à vous réguler, à modifier votre langage non verbal, même en dehors des conflits, et observez votre posture et le ton de votre voix dans des situations tout à fait normales. Vous pouvez aussi tester les gestes apaisants, en expérimentant le fait de ralentir ses mouvements, et le cas échéant, si ça s'y prête, avoir des contacts physiques rassurants. Si chaque être humain sur cette planète cherchait à comprendre l'autre plutôt qu'à essayer de lui imposer son point de vue, je suis intimement convaincu que le nombre de conflits diminuerait considérablement. Alors, merci une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. On met le blabla habituel, partagez, likez, abonnez-vous, et à la semaine prochaine sur Projet Neurohypno.